L'expression « sur le point d'exploser » me paraît très appropriée. Le Japon va installer des missiles solaires sur l'île de Yonaguni, proche de Taïwan. La Chine a réagi en montrant sa force et en intensifiant ses exercices de tir. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de près. Regardons tout de suite. Je vous montre. Depuis les propos du Premier ministre Takahashi sur une éventuelle intervention à Taïwan, les relations Japon-Chine se dégradent. On évoque désormais que ce conflit pourrait devenir un affrontement armé. Notre ministre de la Défense, Koizubi Shimjiro, qui est devenu le ministre de la Défense du Japon, s'est rendu sur l'île de Yonaguni, située juste en face de l'île de Taïwan, et il a souligné le projet de déployer des missiles solaires sur l'île de Yonaguni. Cette île de Yonaguni n'est située qu'à 110 km de l'île de Taïwan. En cas d'invasion de Taïwan par la Chine, l'île de Yonaguni serait la première à pouvoir intervenir, selon Koizubi Shimjiro qui l'a visité. Le ministre japonais de la Défense estime que ce déploiement de missiles pourrait diminuer le risque d'attaque armée contre le pays. Il a ainsi souligné l'importance du déploiement du missile solaire à moyenne portée Kongsamsik, interrogé sur le risque d'un conflit armé avec la Chine par les journalistes. Il a rétorqué que l'opinion selon laquelle ce déploiement allait accroître les tensions régionales n'était pas exacte. L'île de Yonaguni possède déjà des radars de surveillance maritime et aérienne, et une unité de guerre électronique perturbant communication et guidage ennemi. En particulier, le Japon considère que cet endroit sera le plus important en cas d'invasion de Taïwan, et c'est pourquoi il y intensifie récemment ses entraînements. Dès 2026, une unité de guerre électronique anti-aérienne brouillant les radars ennemis sera déployée. Le Japon commencera l'an prochain à construire des abris pour héberger longtemps des personnes en cas d'invasion de Taïwan par la Chine. Il est aussi rapporté qu'il prépare l'évacuation des habitants locaux en cas d'invasion de Taïwan. Selon Bloomberg, ils ont récemment transporté du matériel d'Okinawa à Yonaguni pour des exercices. Bloomberg a également analysé qu'il semble qu'ils aient simulé la création d'une base opérationnelle avancée. Dans ce contexte, le déploiement de missiles solaires japonais a été décidé. Bien entendu, la Chine réagit avec une vive colère à cette décision. La Chine continue d'organiser des exercices à munitions réelles, en mer Jaune, affichant ainsi sa préparation militaire. La Chine a poursuivi ces exercices, sous la direction de Fu Zhenam. Ils ont affiché leur posture de combat avec une vidéo intitulée « Si une bataille éclate aujourd'hui, voici ma réponse ». La Chine a aussi effectué des exercices près de la zone économique exclusive sud-coréenne. Le porte-parole du ministère chinois de la Défense a été interrogé par un journaliste au sujet du projet de déploiement de missiles du Japon. Il a souligné que si le Japon franchit la ligne, même d'un seul pas, et provoque lui-même une catastrophe, il en paiera inévitablement le prix fort. Les médias officiels chinois et les porte-paroles du gouvernement affichent une grande colère et intensifient leurs attaques contre le Japon. Le journal officiel chinois, le Global Times, a également publié un éditorial, affirmant qu'il s'agit d'invoquer les fantômes et les dangers du militarisme longtemps endormis. Il a souligné que tous les pays du monde, en particulier les voisins asiatiques, devraient se méfier ensemble de l'extrême danger que représente la nouvelle forme de militarisme japonais, qualifiée de « nouvelle pousse toxique ». La Russie semble également se joindre à cette position. Le ministère russe des Affaires étrangères accuse le Japon de déverser ses armes dans le cadre d'opérations militaires et critique Tokyo pour suivre les directives américaines. Dans le même temps, la Russie a adopté une position similaire à celle de la Chine, affichant une attitude de méfiance envers le Japon. Elle a également déclaré qu'elle réagirait fermement à cette situation. Le Japon se trouve donc dans une situation où il subit une pression de tous les côtés de la part de la Chine et de la Russie. Mais le problème, c'est que les États-Unis semblent rester spectateurs face à cette situation. Selon un rapport exclusif du Wall Street, le 26 novembre, le président Donald Trump aurait mentionné lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre Takaichi qu'il serait nécessaire d'atténuer la fermeté des propos concernant Taïwan. Dans le contexte du conflit entre le Japon et la Chine, déclenché par les propos du Premier ministre Takaichi sur la menace existentielle en cas de crise à Taïwan, les États-Unis semblent ne pas soutenir publiquement leur allié japonais. Le président Xi Jinping aurait exprimé sa colère à Donald Trump lors d'un appel de 30 minutes, au sujet des propos du Premier ministre Takaichi, et Trump aurait transmis ce message à Takaichi. Dans ce contexte, on constate une certaine montée de l'inquiétude au sein du Japon. Le secrétaire général d'IARA s'est montré réservé quant au contenu de la conversation concernant ces reportages médiatiques. Il a précisé avoir reçu un conseil du président Trump de ne pas provoquer la Chine sur Taïwan, sans que ce soit une demande de retenue. Cependant, selon le journal Asahi et d'autres médias japonais, il a également été rapporté que des responsables du gouvernement japonais ont exprimé leur inquiétude quant au fait que, si la situation s'aggrave, la solide relation nippo-américaine, construite depuis le gouvernement de Shinzo Abe, pourrait s'effondrer. Le Nikkei rapporte que, malgré un fort soutien à Takaichi, des inquiétudes persistent sur la prolongation du conflit, le Japon et la Chine peinant à trouver un accord. Actuellement, les États-Unis mettent en avant l'alliance en apparence, mais dans les faits, ils semblent adopter une attitude de retrait. Les États-Unis disent que leurs alliés sont plus avides que la Chine ou la Russie
ne pensant qu'à leurs intérêts et devant assumer leurs responsabilités. Depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Donald Trump, c'est sur ce point que les États-Unis ont le plus changé par rapport au passé. C'est également ce changement qui inquiète le plus le gouvernement japonais. L'administration Donald Trump met en avant la question des coûts et transfère davantage de responsabilités à ses alliés. Aux États-Unis, la question de l'implication des jeunes Américains en Asie suscite de plus en plus d'inquiétudes, un point que Donald Trump exploite politiquement. Avec l'accentuation de cette tendance, le Japon n'a d'autre choix que d'élargir le rôle des forces d'autodéfense, de renforcer le déploiement d'armes et d'assurer une capacité de dissuasion indépendante. Les États-Unis le savent aussi. C'est pourquoi le président Trump, lors de son appel avec le premier ministre Takalchi, a demandé d'atténuer les propos concernant Taïwan, tout en évitant de préciser l'étendue exacte de l'implication de l'alliance nippo-américaine. Ce que le Japon souhaite, c'est un signal clair que les États-Unis interviendront automatiquement en cas d'urgence, mais les États-Unis évitent délibérément d'exprimer cela. C'est ce qu'on appelle le renforcement de l'ambiguïté stratégique, la méthode la plus réaliste choisie par les États-Unis sur Taïwan. Pour les États-Unis, un conflit direct avec la Chine serait le pire scénario, vu leur interdépendance économique et la difficulté militaire. C'est pourquoi les États-Unis doivent contenir la Chine, tout en évitant une guerre totale. Dans ce contexte, il est très avantageux pour les États-Unis que le Japon joue le rôle d'avant-poste. Si le Japon retient la Chine, les États-Unis maintiennent leur front en Asie de l'Est sans grand coup. Le Japon construit une infrastructure militaire, maintient une ligne dure en refusant de se rapprocher de la Chine, et envoie activement le message qu'il interviendra en cas de crise à Taïwan, tout en jouant ce rôle. Les États-Unis adoptent une approche visant à fournir uniquement le minimum de retard nécessaire. L'attitude actuelle des États-Unis évoque un retrait calculé plutôt que de la passivité. Dans ce contexte, le Japon exerce deux types de pression. Le Japon doit désormais prendre des décisions militaires majeures face au retrait américain, et le risque d'affrontement direct avec la Chine se focalise sur lui. Dans cette situation, le Japon doit devenir un pays normal, un objectif que visera peut-être les États-Unis, et le Japon actuellement. Plus la pression de la Chine est forte, plus le Japon montre des signes concrets de dissoudre les forces d'autodéfense pour créer une véritable armée nationale. C'est pourquoi je me demande si tout cela n'est pas délibérément exposé par les médias. La popularité du Premier ministre Takalchi augmente fortement. Lors du récent sondage conjoint 3KFNN, il a enregistré un taux de soutien de 75,2%. Au Japon, un Premier ministre obtient souvent 70% de soutien juste après sa prise de fonction. Le taux de soutien du Premier ministre Takalchi est exceptionnel, car il reste supérieur à 50% après 4 mois, contrairement à la plupart des cas. Très vite, un phénomène de fandom autour du Premier ministre Takalchi est apparu sur les réseaux sociaux japonais. Avec un langage clair et des performances maquillement marquantes, il bénéficie d'un fort soutien de la jeune génération. C'est pourquoi la cote de popularité du Premier ministre Takalchi est en hausse. De nombreux experts estiment que si le Japon poursuit cette voie, sa position ne deviendra que plus ferme, et non plus conciliante. La Corée du Sud reste silencieuse et observe. Fait étrange, alors que le Japon et la Chine se disputent, il est intéressant de voir que la Corée du Sud adopte une attitude amicale pour gagner la faveur de l'un ou l'autre camp. Dès que le Premier ministre Takalchi a déclaré que Dokdo appartenait au Japon, le gouvernement chinois a immédiatement répliqué avec force en affirmant que Dokdo était un territoire coréen. Il est clair que la Chine cherche à attiser ce conflit entre la Corée et le Japon pour perturber leur coopération. Le Japon a affirmé vouloir renforcer la coopération avec la Corée, et a assuré qu'il ne répéterait pas les erreurs du passé. Dans le même temps, le Premier ministre Takalchi a directement complimenté le président Lee Jae-myung, déclarant qu'il avait eu l'impression que c'était un leader capable de partager la conscience des problèmes dans le contexte international actuel. Mais la Corée reste silencieuse. Le fait que la Corée maintienne une attitude discrète est un choix visant à gérer la situation avec prudence, tout en évitant des étincelles inutiles entre les grandes puissances environnantes. Cependant, alors que la situation en Asie de l'Est se réorganise rapidement, l'attention extérieure portée à la Corée devient de plus en plus forte. Le Japon insiste récemment sur la coopération avec la Corée. On observe un changement d'attitude. Alors qu'autrefois les tensions liées aux questions historiques dominaient, on évoque désormais ouvertement la nécessité de coopérer. La raison pour laquelle le Japon a ainsi changé, c'est pour contenir la Chine. Comme les actions du Japon, telles que le déploiement de missiles et les déclarations sur une éventuelle intervention à Taïwan, sont ouvertement dirigées contre la Chine, le Japon a un besoin urgent du soutien de ses pays voisins. Parmi eux, la Corée est un facteur décisif lorsqu'il s'agit de faire pression sur la Chine. La Chine réagit très sensiblement à la portée de la marine sud-coréenne, à la présence militaire américaine en Corée du Sud et au partage d'informations entre la Corée, les États-Unis et le Japon. C'est pourquoi le Japon cherche à minimiser les conflits avec la Corée du Sud et à se concentrer sur la réduction de l'espace stratégique de la Chine. Pour la Chine, cette tendance est la plus menaçante. Un bloc Corée du Sud, États-Unis et Japon mettrait la Chine sous pression en mer de Chine orientale et en mer Jaune. La Chine a donc adressé des messages amicaux à la Corée du Sud lors de ses fortes tensions avec le Japon. Plus la coopération entre la Corée du Sud et le Japon se renforce, plus le front que la Chine doit gérer s'élargit. C'est pourquoi elle a choisi une stratégie visant à créer des failles et à élargir les divisions. Pour la Corée du Sud, c'est à la fois une opportunité et un fardeau. Un renforcement des liens Corée du Sud-Japon élargit la diplomatie sud-coréenne et favorise le soutien américain. Mais en même temps, la structure qui oblige la Corée du Sud à faire des choix stratégiques entre deux grandes puissances, la Chine et le Japon,
se renforce. La Chine tente d'empêcher la Corée du Sud de se rapprocher des États-Unis et du Japon, tandis que le Japon veut l'attirer pour contenir la Chine. Dans cette configuration, la question essentielle pour la Corée du Sud n'est pas de choisir un camp, mais de savoir comment maintenir son équilibre. Le vent étrange qui souffle actuellement autour de la Corée du Sud n'est pas le résultat d'une réconciliation émotionnelle, mais celui de la pression géopolitique exercée par les puissances continentales et maritimes qui cherchent chacune à attirer la Corée du Sud de leur côté. Selon le choix de la Corée du Sud, le conflit entre le Japon et la Chine pourrait aussi évoluer. Il semble que la Corée du Sud continuera probablement à maintenir sa neutralité. Que pensez-vous de la situation actuelle? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. C'est ainsi que se termine la vidéo. Merci beaucoup.